Jean-François Delfraissy, bonjour. Bonjour. Président du Conseil scientifique. Jean-François Delfraissy, un chiffre ce matin, il est tombé, on va le commenter rapidement, vous allez le commenter. 4,5% des Français ont développé des anticorps contre le Covid-19. Je le dis, le chiffre vient de tomber, il est de l'INSERM. C'est beaucoup, c'est peu, ça vous surprend ? Non, c'est peu, ça ne nous surprend pas, on connaissait déjà ces chiffres, il y a eu plusieurs enquêtes, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe en général. Ça veut dire que lors de la première vague, il y a eu seulement une fraction minoritaire de la population française qui a été en contact avec le Covid et qui a développé des anticorps. Ça veut dire que le chiffre est un peu plus élevé dans certaines régions de France, et en particulier en région parisienne, où on atteint plutôt 11 à 12%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'immunité en population, elle est relativement faible. On estime que pour faire un barrage, je dirais, à l'arrivée du virus, il faudrait atteindre des chiffres autour de 50 à 60%. Alors peut-être c'est moins, parce qu'il y a d'autres mécanismes immunitaires qui entrent en compte. Ça veut dire qu'on est loin du compte. C'est possible ? Oui, Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Il y a un très bon exemple, si je peux dire. C'est ce qui s'est passé sur le porte-avions Charles de Gaulle. Oui. Où ils ont finalement, mais c'était des jeunes marins, des jeunes pilotes. Et puis c'était un lieu clos. C'était un lieu clos, ils se croisaient, Oui. C'était bouclé. Ils ont atteint 59%. 59%. Bien, si on laisse la population vivre sans gestes barrières particuliers, comme l'a choisi de le faire la Suède, est-ce qu'on peut atteindre cette immunité collective ? La réponse est, on va le faire, mais très lentement. L'exemple de la Suède est un très bon exemple, ou mauvais exemple. Ils ont essayé de le faire, ils ont finalement une immunité en population qui est de l'ordre de 11 à 12%, c'est-à-dire assez proche. Donc guère plus que le modèle français. Et dans le même temps, pour faire ça, ils ont laissé le virus circuler. Et donc, et c'est la grande question actuelle, il y a une sorte de porosité entre la population jeune qui va vivre avec le virus, et puis une population plus âgée qui, elle, est à risque de faire des formes graves. Et en Suède, le nombre de formes graves rapporté à 100 000 habitants, la mortalité, elle est beaucoup plus importante qu'en France. Jean-François Delfraissy, ça veut dire qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est cette porosité entre les jeunes et les plus âgés qui sont les plus vulnérables. C'est exactement ça. C'est un choix qui est un choix à la fois sanitaire d'un côté, c'est un choix éthique aussi. Éthique. C'est un choix. Je rappelle que vous avez été président du Conseil national d'éthique. Oui, totalement. Et c'est un choix qui est également, je dirais, sociétal. C'est pour ça que le comité scientifique souhaitait qu'il y ait depuis longtemps la mise en place d'une réflexion d'un comité qui réfléchisse au niveau de la société civile. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on ne peut pas laisser le virus totalement libre circuler dans la population jeune parce que il va y avoir une contamination de la population la plus âgée. La situation sanitaire continue-t-elle à se dégrader ? Écoutez, j'avais donné un signal d'alerte qui avait interpellé tout le monde début septembre. Oui, je vais revenir. Alors attendez, je vais revenir sur ce que vous avez dit début septembre. 11 septembre, il faut tout faire pour éviter un confinement généralisé. Il est important que le politique se réengage très fortement contre le virus. Aggravation de la situation. Le 22 septembre, vous répétez cet avertissement. Il apparaît urgent d'agir pour ralentir la circulation du virus. Oui, c'est notre rôle. Vous savez, c'est pas moi, c'est le Conseil scientifique. Oui. Notre rôle, c'est d'être aussi un signal d'alerte, d'être libre, de dire des choses, y compris aux politiques ou à la société, à nous-mêmes, des choses qui ne plaisent pas fortement. Ce mois de septembre était un mois de septembre magnifique. Les gens avaient envie de vivre, le politique avait envie que la France reparte, et nous étions là, et j'étais là pour le porter, de dire attention. Nos prévisions montrent que ça va être très difficile à partir d'octobre. Je vois que nous avions raison. On avait d'ailleurs donné ce signal d'alerte dès le mois de juillet, en disant il y aura une reprise de la circulation du virus à l'automne de façon importante, et le problème ça sera les 20 grandes métropoles françaises. C'est bien ce qui est en train de se jouer. Un virus de ville. C'est un virus de ville. C'est un virus de ville. C'est un virus de ville. Jean-François Delfraissy, est-il vrai ? Donc vous aviez prévenu le président de la République et le Premier ministre début septembre. Oui, notre rôle est de leur donner des informations. Voilà. Que la situation sanitaire allait se dégrader au rythme que nous connaissons aujourd'hui, Jean-François Delfraissy, mais le gouvernement n'a-t-il pas trop tardé avant de prendre des mesures plus restrictives ?
Écoutez, moi, j'ai pas à faire de commentaires sur ce que fait le gouvernement. Non, mais il y a eu un temps, vous l'avez constaté, Jean-François Delfraissy. Le délai, il n'est pas seulement pour le gouvernement, il est pour l'ensemble, il est pour tout le monde. Ce qu'on a souhaité au niveau du Conseil scientifique début septembre, c'était réveiller tout le monde. En leur disant attention, on a un retour après les vacances où il y a eu beaucoup, je dirais, d'interpénétration entre les populations, le retour des universités. Il y avait un certain nombre de signaux d'alerte. Nous étions là pour les donner, nous l'avons donné, c'est tout. Mais entendez-vous toutes celles et ceux qui se disent finalement Jean-François Delfraissy, c'est un père fouettard. Ce conseil scientifique est sans arrêt en train de vouloir restreindre nos libertés individuelles. Est-ce que vous entendez celles et ceux qui disent cela? Mais bien sûr que j'entends. Bien sûr, je suis pas sourd. Hein. Je suis quelqu'un même qui est considéré comme quelqu'un d'assez ouvert en général. Bon, je l'entends. Mais la vraie discussion, c'est que il faut que nous comprenions tous que nous sommes partis avec une vision de moyen et de long terme avec ce virus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement septembre 2020 qui est en jeu, c'est l'ensemble de l'hiver 2020, c'est le printemps 2021. Ça va durer ? Ça va durer. Ça va durer. Et ça va durer l'hiver, ça va durer tout le printemps. Ça va durer le printemps. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et je crois que d'abord qu'il faut l'admettre. Donc le virus, à la fin du printemps, l'été prochain sera encore là. Le virus va être encore là pendant circuler. Un certain temps. Et puis il va finir par s'atténuer pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Oui. Mais on prend acte aujourd'hui, ce matin, qu'il faut que l'ensemble de notre population comprenne qu'on est rentré dans quelque chose de moyen, long terme. Là aussi, je sais que je ne vais pas faire plaisir en disant ça, mais c'est mon rôle de l'annoncer, entre guillemets. Oui. Et donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus dans une vision de moyen-long terme. Ça veut dire quoi? Jusqu'à l'été prochain. Jusqu'à l'été prochain. Alors, pourquoi l'été prochain? C'est parce que, d'une part, ce virus finira par s'atténuer au bout d'un certain temps, spontanément, d'une part. Deuxièmement, on aura probablement, et il y a des raisons d'espérer, on aura probablement des premiers candidats vaccins qui auront une certaine forme d'efficacité. Et enfin, la médecine de l'innovation, de la thérapeutique, qui n'a pas été au rendez-vous jusqu'à maintenant. On n'a pas de médicaments encore, et y compris à visée préventive. Je pense qu'on aura des premiers éléments au printemps 2021. C'est-à-dire des premiers médicaments préventifs. Des premiers médicaments préventifs. Donc on a des raisons... Médicaments préventifs, c'est-à-dire que si on prend ces médicaments, on ne sera pas touché ou très peu par le virus. L'idée serait que, d'abord, un vaccin qui un vaccin, qui c'est un vaccin. Oui. Bon, mais... Et puis, deuxièmement, des médicaments qui donnaient, par exemple, à la population qui est l'enjeu, c'est-à-dire la population la plus âgée, plus de 65 ans, avec des facteurs de risque, 85% des décès surviennent dans cette population. Si vous trouvez un médicament, un spray nasal par exemple, ou un comprimé par jour d'un médicament qui permet de prévenir, vous voyez bien qu'on change la donne sur ce qui pourrait se passer. Nous ne l'avons pas, je m'empresse de dire que nous ne l'avons pas. Mais l'ensemble des industriels sont en train de travailler sur une stratégie de ce type. Donc ça veut dire que nous avons 6 mois devant nous, très difficile à passer, mais avec lequel on peut vivre. Je suis optimiste à partir du moment où on donne aux Français une vision de long terme. Ils sont parfaitement capables de le comprendre. Et qu'il n'ait pas l'impression qu'on est en train de jouer uniquement tous les 15 jours en prenant tel ou tel type de décision. Non, c'est une vision de moyen, long terme. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va surveiller, on a tous les indices de surveillance, on a un ministre de la Santé qui est extrêmement actif et que je salue pour les mesures qu'il est en train de prendre en ce moment. Et les ensuite, mesures de restriction aussi. Indispensables. Elles sont indispensables. Mais je vois le maire de Lyon qui dit mais accroître la contrainte n'est pas la bonne solution. Non, il a raison d'une certaine mesure. Ce qu'il faut, c'est tout le monde a raison. C'est regagner. Non, pas du tout. C'est regagner la confiance. C'est regagner la confiance. Mais les mesures de restriction, elles sont nécessaires, quoi que dise le maire de Lyon. Alors, elles sont nécessaires sur les grandes villes. Elles sont nécessaires sur une grande ville pendant une période, en fonction des chiffres qu'on a et des marqueurs qu'on a, pendant une période de 15 jours, 3 semaines, puis on surveille. C'est comme une sorte de cocotte minute. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement localisé au niveau des grandes métropoles. Voilà. Un peu comme je dis, moi, une cocotte minute, on la laisse souffler un peu, on laisse partir la vapeur, et puis ensuite on ferme pendant 15 jours ou 3 semaines, on prend des mesures de restriction. Ce sont des mesures transitoires
qui permettent que le virus ne circule pas trop, et puis ensuite on rouvre, et puis ensuite on va rouvrir, on va refermer dans une autre ville. C'est cette stratégie-là qu'il va falloir avoir, plus évidemment les mesures de distanciation majeures, et puis de redire à une population la plus âgée de se protéger. Est-ce que l'agglomération qui vous fait le plus peur, si je puis dire, qui est la plus inquiétante, c'est l'agglomération parisienne? C'est Paris et l'Île-de-France. La réponse est oui, puisque un quartier de Paris peut faire une grande métropole de province en termes de nombre, la densité, le travail, les transports. Et on a probablement, là, 10 à 15 jours difficiles à passer sur Paris. Les chiffres sont là, on l'avait d'ailleurs anticipé. Les besoins en réanimation vont être particulièrement importants dans les 15 jours qui viennent. Plan blanc activé, d'ailleurs. En fait, dans tous vos propos aussi, vous protégez l'hôpital. Non, Jean-François Delfraissy. Est-ce qu'il n'y a pas dans toutes ces mesures prises aussi une volonté de protéger l'hôpital, le personnel qui est fatigué, le personnel qui est... On manque de personnel dans beaucoup d'hôpitaux, personnel qui n'est pas toujours bien payé, qui n'est pas toujours, qui n'est pas bien payé. Hein, Jean-François Delfraissy, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté logique de protéger l'hôpital et de protéger tous les patients qui sont à l'hôpital pour d'autres raisons que le Covid? Si, bien sûr, et on est obligé de le faire parce que ce qui s'est passé en mars, où par exemple la majorité des lits de réanimation en région parisienne étaient consacrés au Covid, n'est plus possible maintenant. C'est impossible. C'est impossible. Il y a d'autres pathologies qui C'est-à-dire qu'on est à 40% aujourd'hui en Île-de-France de taux d'occupation en réanimation de patients Covid. On pourrait passer à combien ? Écoutez, l'ambiance générale est de rester autour de 50% et de garder au moins la moitié des lits. Oui, l'ambiance générale, mais... Et ensuite, je dis ça, l'ambiance générale, est-ce qu'on pourrait malheureusement dépasser les 50%? Oui, probablement, dans certains endroits, on dépassera les 50%. Et dans d'autres, je rappelle que le plateau de lits de soins intensifs en Île-de-France, il est particulièrement, je dirais, important. Donc, il y a le partenariat public-privé qui peut se faire. Mais globalement... En tout cas, il y a un souhait profond de l'ensemble des équipes de garder des lits de soins intensifs pour des patients qui ne sont pas Covid. Et c'est fondamental parce qu'on sait que la morbidité non Covid est un élément à prendre en compte dans une vision très générale. Bien, la lutte contre l'épidémie dépend de l'État. Sans changement, on va le payer cher. C'est ce que disait hier un professeur de l'hôpital Bichat. Donc il faut absolument que nous ayons conscience de ces restrictions indispensables. Oui, les restrictions, elles sont... Parce que je me demande si la population aujourd'hui en a conscience. Non, je pense qu'elle n'en a pas conscience. Elle n'en a pas conscience. Non, elle n'en a pas conscience. Mon message ce matin est de dire il faut s'inscrire dans le moyen-long terme. Le prix à payer pour sortir et gagner contre ce virus, c'est avoir des mesures restrictives à certains moments sur certaines grandes métropoles. Ça sera de façon Est-ce que nous allons provisoire. échapper, par exemple, à un reconfinement, non pas national, mais local ? À l'occasion, je pense aux vacances de la Toussaint, par exemple. Faudra-t-il interdire les déplacements au-delà de 100 km ? Sur le reconfinement local, il faut tout pour l'éviter. Oui. Si à certains moments c'est nécessaire, il faudra le faire. Si à certains moments... Vous pensez par exemple qu'en Ile-de-France, on sera si à certains obligé de le faire? Si à certains moments, il faut prendre une décision, par exemple, de quelque chose qui est encore intermédiaire, de couvre-feu, par exemple, eh bien, s'il faut le faire, il faudra le faire. Comme ça existe ailleurs en Europe. Et comme ça existe ailleurs en Europe. Une fois de plus, quittons aussi notre modèle français permanent. Regardons ce qui se fait ailleurs. Nous avons énormément de contacts avec les équivalents de conseillers scientifiques des pays européens. Et voilà, partageons l'extrême difficulté de réponse vis-à-vis de ce virus. J'ai une question directe, Jean-François Delfraissy. Est-il vrai que le conseil scientifique va cesser ses réunions fin octobre? C'est vrai ou pas? Écoutez, la réponse, je vais vous la donner. C'est tout simple. Nous sommes actuellement dans le renouvellement de la loi de crise sanitaire, qui vient d'être votée à la fois à l'Assemblée nationale, au Sénat, et qui renouvelle cette période très particulière, qui permet au préfet, à l'État, de prendre un certain nombre de décisions. Dans cette loi, il y a la poursuite du conseil scientifique. Donc ma réponse, elle est très simple. J'attends la décision politique demandant ou non au conseil scientifique d'être poursuivi.
Pour l'instant, vous n'avez pas cette réponse. Je n'ai pas cette réponse, mais voilà, nous sommes inscrits dans la loi, donc le Conseil scientifique... Si le président de la République choisit de ne pas poursuivre avec le Conseil scientifique, eh bien, le Conseil scientifique disparaîtra. C'est une décision politique, elle ne relève du président de la République. Elle ne relève pas de moi. Bien, c'est important de le dire, c'est important de le préciser. Mais faut-il encore s'interroger sur qu'est-ce que peut apporter finalement, c'est ça qui est important. Parce que j'ai vu que des conseils scientifiques étaient créés. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que créés partout à Marseille, qu'est-ce que peut apporter un conseil scientifique, je dirais, national? Bon. Moi, vous savez, j'avais déjà demandé à disparaître dès le mois de juillet. Hein. Ah bon? On nous a, oui bien sûr, dès le 12 juillet, j'avais demandé à ce qu'on arrête le conseil scientifique. La loi nous a prolongé. Bon, on se resitue dans le même modèle. Hein. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'on peut apporter. Moi, j'ai eu l'impression qu'on a apporté au moment du confinement, qu'on a apporté pour définir une stratégie, qu'on a donné les signaux d'alerte dès le mois de juillet sur les 20 grandes métropoles et sur le fait qu'il y aurait de nouveau une vague. Et puis là, que mon coup de gueule, si je peux m'exprimer ainsi, de début septembre, il a finalement porté pour réveiller tout le monde. Bien. Vous avez toujours les mêmes rapports avec le président de la République, quotidien, pas quotidien, mais très fréquent, écoutez, on a hebdomadaire, ou comment ça se passe? Je n'ai pas à vous donner ça, y compris vis-à-vis de nos concitoyens. Sachez que les relations entre le Conseil... Nous voulons savoir, les Français veulent savoir. Les relations entre le Conseil scientifique et le plus haut niveau de l'État sont des relations de qualité et sont des relations de confiance. Et c'est bien, regardez ce qui se passe aux États-Unis, où j'ai mon homologue Tony Fauci qui rame beaucoup vis-à-vis du président américain en ce moment. Bien, oui, président américain qui d'ailleurs, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, a été soigné par un cocktail de traitements. L'un des traitements par anticorps a été administré à Donald Trump. Il a été mis au point dans les années 70 à partir de cellules prélevées de tissus fœtaux obtenues suite à un avortement. C'est vrai ou pas ? Écoutez, ça j'en sais rien. Je sais qu'en tout cas, il a été traité par ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux dirigés contre le virus. C'est les médicaments que j'évoquais tout à l'heure dans le début de notre discussion. Une injection de ce médicament a une durée d'action de plusieurs semaines. Donc vous voyez l'utilisation qu'on peut avoir à la fois possible à titre thérapeutique, mais pourquoi pas aussi à titre préventif après tout. Hein, après tout. Bon, Jean-François Delfraissy, les conséquences du Covid-19, les conséquences, doubles conséquences, c'est une maladie qui touche les personnes âgées, les fragiles, les plus fragiles, mais aussi les plus pauvres. Oui, c'est un des points qui est oublié. Qui est oublié totalement. Et merci de me poser cette question, parce que la presse l'oublie, honnêtement. La précarité, la grande précarité, est très touchée par cette maladie. Alors les chiffres... D'abord, le nombre de personnes infectées dans ces populations chez les SDF à Paris, on vient d'avoir des chiffres menés par des grandes associations. Ils sont infectés de l'ordre de 40%. Ce chiffre de 5% qu'on évoquait, c'est 40%. 40% chez les sans-abri, oui. Et deuxièmement, la gravité de la maladie, elle est plus grande chez les plus précaires. La mortalité-morbidité n'a pas été la même sur le sud du RER, vers Sceaux, que vers le nord du RER, dans le 9-3. Et la mortalité a été beaucoup plus grande sur les populations précaires du 9-3. Donc il faut qu'on en ait tous conscience, qu'une crise de ce type, que les crises sanitaires, aggravent les inégalités sanitaires et d'accès aux soins qui existent. Et encore, la France est un pays qui amortit beaucoup ce genre de choses. Le deuxième élément qui est important, et on vient d'en parler, ça rejoint le problème de la confiance, c'est qu'il y a un sentiment en France et une expression de très grande inquiétude, finalement, de la part des Français. Une anxiété. Et que les psychiatres insistent à juste titre sur la morbidité liée à ces grandes anxiétés et au phénomène dépressif qui est en train de s'installer dans une part large de la population française. Les enquêtes là commencent à sortir et le montrent. C'est pour ça que l'élément essentiel est de dire la vérité, de dire une stratégie sur le moyen long terme, de dire qu'on va s'en sortir. Je suis optimiste sur le fin.
mais au prix d'un certain nombre de contraintes pendant les mois qui viennent. J'ai une dernière question. Vous avez présidé le Comité national d'éthique. Les députés ont voté en première lecture en faveur de l'allongement du délai légal de 12 à 14 semaines pour recourir à une IVG. Le gouvernement ne se prononce pas, attend l'avis du Comité national d'éthique. Vous ne le présidez plus. Vous pouvez donc donner votre avis. Non, pas du tout. Non, non, mais pourquoi? Parce que je le préside toujours. Je me suis mis entre parenthèses pendant la période de la crise, mais je suis toujours, bien sûr, au Comité national d'éthique. Le Comité national d'éthique a reçu une saisine du gouvernement, du ministre de la Santé, pour émettre un avis. Il émettra son avis dans la deuxième quinzaine de novembre, c'est-à-dire avant le deuxième passage de cette loi devant les députés après le vote du Sénat. Et vous ne nous donnerez pas votre avis? Je ne vous donnerai pas mon avis aujourd'hui, puisque les avis du CCNE sont des avis de l'ensemble des membres du CCNE et non pas de leur président. Bien, merci Jean-François Delfraissy d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.